Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, plus de 9 millions d'Angolais attendus aux urnes le 23 août pour les élections législatives. Un scrutin au double enjeu, le poste de président de la République revenant au chef du parti qui remporte ces élections. Au Mali, les hauts fonctionnaires invités à déclarer leurs biens. Au total, ce sont environ 55 000 personnes qui ont jusqu'à fin août pour justifier leur patrimoine. Et la croissance exponentielle de Lagos, capitale économique du Nigeria, la démographie y a connu un véritable boom en à peine 50 ans. Le président français Emmanuel Macron au Maroc depuis ce mercredi pour une visite officielle de 2 jours. Il a été reçu par le roi Mohamed VI. Au menu des discussions, la crise diplomatique dans le Golfe et la lutte contre le terrorisme. Une visite éminemment politique, mais marquée tout de même par ce dîner ce mercredi soir entre le président français et le roi marocain à la résidence royale de Rabat. Un dîner de rupture de jeûne en cette période de Ramadan. Le 23 août, les Angolais seront convoqués aux urnes pour les élections législatives. Des élections sans véritable enjeu, disent les analystes. Le parti au pouvoir, le MPLA, Mouvement populaire pour la libération de l'Angola, partirait déjà grand favori. Corinne Camdem. Le 23 août 2017, 9,5 millions d'Angolais seront appelés aux urnes pour élire leur nouveau dirigeant. Au pouvoir depuis 1976, José Eduardo dos Santos, 74 ans, a annoncé qu'il ne se représenterait pas lors de ce scrutin. En février, son parti, le Mouvement populaire pour la libération de l'Angola, a désigné l'actuel ministre de la Défense, João Lourenço, pour lui succéder en cas de victoire, jugée très probable selon les analystes. L'année 2017 comporte de grands enjeux pour l'Angola. Effectivement, nous allons élire un nouveau président. Vu que le président de la République actuelle, M. Dos Santos, laisse le pouvoir et son libre choix. Le peuple angolais a le privilège d'élire le nouveau président de la République. Ce n'est pas une mince affaire. On sait effectivement qu'il y aura toujours des contestataires quelque part, mais le travail qui doit être fait, que nous voulons faire, que nous devons faire, c'est amener les élections libres, démocratiques et crédibles. En effet, il s'agit en réalité d'un scrutin législatif à l'issue duquel le chef du parti majoritaire sera désigné président de la République. Le MPLA étant grand favori du scrutin, le nouveau chef du parti, João Lourenço, a toutes ses chances de prendre les rênes du pays en août prochain. Loin derrière, on retrouve l'ancienne rébellion de l'UNITA dirigée par Isaías Samakuva, aujourd'hui première force de l'opposition grâce à une bonne assise dans l'intérieur du pays. Ce dernier a d'ailleurs réclamé un audit du recensement électoral au mois d'avril, dénonçant des doubles inscriptions et l'enregistrement d'étrangers par le parti au pouvoir. C'est le rôle qui a toujours l'opposition, c'est défendre ses intérêts. Moi, je veux bien croire qu'à un moment donné, ils étaient tous dans la Commission nationale électorale. Ils ont siégé, ils ont vu les documents, ils savent. Comment peut-on dire à l'heure actuelle, tout est gagné d'avance, qu'il y aura des infiltrés, qu'il y aura le nombre supérieur au peuple angolais qui est sur place. Attendez, où est-ce qu'on va? Soyons sérieux. Soyons quand même rigoureux dans tout ce qu'on dit. C'est l'apanage normal de l'opposition. C'est qui est normal, c'est leur droit. Le départ de José Eduardo dos Santos devrait être le grand bouleversement des élections de cet été. En effet, les 3/4 des Angolais n'ont jamais connu d'autre président. Pour le reste, peu de surprises sont attendues. Le gouvernement tunisien prolonge de 4 mois l'état d'urgence. Les autorités justifient cette nouvelle prolongation par l'insécurité aux frontières du pays avec une présence de la menace terroriste. Cette mesure permet en effet au ministère de l'Intérieur de prononcer une assignation à résidence contre toute personne dont l'activité est réputée dangereuse pour la sécurité et l'ordre public. Pour rappel, l'état d'urgence est en vigueur depuis l'attentat contre la garde présidentielle le 24 novembre 2015 en plein Tunis. Les fonctionnaires maliens devront déclarer leurs biens. Jusque-là, seuls les ministres et hauts fonctionnaires étaient tenus d'en faire la déclaration, mais la mesure s'étend désormais à tous les fonctionnaires. Objectif, lutter contre la corruption. Gladys Mamba. Lutter efficacement contre l'enrichissement illicite, c'est l'objectif que s'est fixé l'État malien à travers une opération menée par l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite. Cette opération vise des hauts fonctionnaires du gouvernement malien. L'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite agit pour la première fois depuis sa création en 2014 et annonce d'ores et déjà des mesures disciplinaires. Le fonctionnaire assujetti qui manque à sa déclaration de biens avant fin août 2017 sera révoqué de ses fonctions et interdit d'exercer pendant 5 ans.
Une opération inédite et de grande envergure. Près de 55 000 fonctionnaires maliens doivent déclarer leurs biens et justifier leur patrimoine d'ici fin août 2017. Les fonctionnaires reconnus coupables de corruption encourraient de 1 à 3 ans d'emprisonnement si le montant détourné est inférieur à 50 milliards de francs CFA et 5 ans de prison si la somme dépasse le montant précédemment cité. En réalité, cela est un schéma classique parce que l'ancien régime avait été considéré comme étant un régime corrompu. Lorsqu'on regarde un peu l'épilogue de la crise sécuritaire au Mali, depuis le régime d'APT, on avait vu qu'il y avait des failles dans le dispositif sécuritaire au Mali en raison de la corruption, parce que les reproches qui avaient été faites par la plupart des observateurs, aussi bien nationaux comme internationaux, ont reproché aux forces de l'ordre maliennes d'être parfois très exposés à la corruption. Donc aujourd'hui, en fait, ce gouvernement veut rompre un peu avec le passé. Cette opération pourrait s'avérer efficace à condition qu'elle soit portée par une volonté politique réelle, selon certains économistes. De 2007 à 2016, la corruption aurait coûté près de 320 milliards de francs CFA, soit environ 200 000 $ à l'État malien. La loi sur le code du numérique est adoptée au Bénin, une nouvelle législation très attendue. Elle vise à encadrer les services GSM, l'Internet, la cybercriminalité, le journalisme en ligne, l'utilisation des réseaux sociaux, mais aussi l'e-commerce. L'urbanisation du continent. D'ici 2020, la majorité des Africains vivront, selon les analystes, en milieu urbain. Cela devrait être le cas notamment au Nigeria, à Lagos, aujourd'hui peuplé de 20 millions d'habitants qui doivent faire preuve d'ingéniosité pour trouver de l'espace. Ibrahima Djoumaba. Au Nigeria, l'État de Lagos fait face au défi de l'urbanisation galopante. Dans la ville de Lagos, le logement est devenu une source de conflit entre les autorités et la communauté des pêcheurs. Environ 30 000 personnes ont été déplacées des bidonvilles flottants au large de la mégalopole. Faute de maisons, ils s'entassent dans des abris de fortune malgré les risques sanitaires et les intempéries. C'est la bâche que nous utilisons comme bouclier quand il pleut. Je mets mes enfants et ma femme dedans. Nous n'avons pas toujours une place pour dormir. Je pratique de la pêche pour m'occuper de ma famille. Quand le gouvernement est venu, ils ont brûlé ma maison, mon bateau, ma machine et mes filets. Je n'ai plus rien d'autre que ces vêtements sur moi. Nous avons squatté cette maison qui n'est pas la nôtre, car nous n'avons pas d'autre endroit où aller. Je dors dans ce bateau qui n'a pas de toit avec ma famille. Lorsqu'il pleut, nous sommes mouillés, tout comme nous sommes exposés aux rayons solaires. La ville de Lagos connaît un développement fulgurant. Elle enregistre un taux élevé de natalité et l'arrivée de milliers de personnes par jour en provenance des régions rurales à la recherche d'emploi. Après l'expulsion des pêcheurs de la péninsule de Lekki, le gouvernement de l'État de Lagos avait avancé des raisons sanitaires et de sécurité. Pourtant, plusieurs gratte-ciel, des hôtels et des centres commerciaux ont poussé dans la zone. Une injustice selon les organisations de défense des droits de l'homme. On a comme l'impression que le gouvernement de l'État de Lagos tente de repousser et d'éloigner les pauvres de la ville. Les actes posés pour le déguerpissement des pêcheurs et la manière sont injustes. Au sein des pêcheurs aussi, il n'y a pas assez de solidarité pour y faire face. La ville de Lagos abrite 23 millions d'habitants. Son principal défi reste le logement. Les autorités de l'État de Lagos ont ignoré une injonction judiciaire interdisant la démolition des logements des pêcheurs. La péninsule de Lekki est convoitée par plusieurs sociétés immobilières. D'ici 2050, la population du Nigeria doublera pour atteindre 400 millions d'habitants, ce qui fera de lui le troisième pays le plus peuplé du monde après la Chine et l'Inde, selon les estimations de l'ONU. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.